Je m'appelle Thomas Bayot. En fait, j'ai pas un projet, j'en ai plusieurs. Au début, j'ai eu un peu l'impression que finalement, je pilotais plusieurs projets en parallèle. Et je me suis rendu compte en fait qu'ils sont pas en parallèle, ils sont en convergence. C'est des projets qui vont tous vers qui pointent tous vers la même direction, à savoir s'interroger et offrir des réponses à une question majeure, à un moment T, qui, à mon avis, est un bouleversement de l'industrie horlogère, d'une distribution qui était traditionnelle, qui est en train de migrer vers une distribution que j'appelle 4.0. On parle d'horlogerie, on parle de distribution, on parle évidemment de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que le projet de spécial ? Alors en fait, le pivot, le point central, c'est une académie que j'ai montée qui s'appelle la Watch Trade Academy. Déjà une année, en tout cas plus d'une cinquantaine d'étudiants qui sont venus se former. Et la Watch Trade Academy se positionne justement dans un segment qui n'existait pas. On peut trouver de nombreux cours aujourd'hui qui enseignent la finance, le management, le marketing, les ressources humaines. Par contre, quand on cherche un cours qui enseigne la distribution, stricto sensu, on ne trouve rien. Alors, qu'est-ce qu'est la distribution à mon sens ? Je pense que c'est assez important déjà de clarifier. Si l'entreprise était un corps, la partie centrale, le tronc, finalement, qui regroupe tous les organes vitaux, sont effectivement la finance, etc. Et qu'est-ce qu'est la distribution dans la partie du corps ? La distribution, pour moi, serait le bras. C'est-à-dire tout ce qui permet d'atteindre, de pouvoir capturer, de pouvoir aller saisir et ramener à soi. Dans les entreprises horlogères, la distribution, c'est justement comme un bras, c'est-à-dire on utilise des distributeurs qui sont le bras, qui ont des ramifications au bout, c'est-à-dire les mains, qui vont permettre d'aller saisir les clients. Et si vous voulez, dans mon académie, j'explique concrètement qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir activer ce bras de l'entreprise, pour pouvoir aller saisir les clients. Et là, certaines fois, des gens me disent, bon, quelle est la différence par rapport à un cours de vente ? Les cours de vente qu'on peut trouver en général parle de la dernière phalange, si on reprend mon analogie, c'est-à-dire le point de contact avec le client, ce qui se passe behind the counter, derrière le comptoir, quand on reçoit les clients, quand on va leur vendre quelque chose, quand on va vouloir leur faire la cérémonie de vente, et ça requiert des connaissances qui sont bien particulières. Par contre, justement, moi, je me place entre le stock de l'entreprise et le moment T où la marque se retrouve sur le comptoir, sur un plateau, pour pouvoir être vendu par le vendeur qui lui aura reçu sa formation. Donc ce segment-là manquait complètement, et c'est ce que j'ai décidé de mettre en place dans mon académie. Maintenant, quand on fait référence à ça, à un canal de distribution qui existait. C'est quelque chose d'historique, hein. La distribution a été créée, c'est un modèle séculaire, on pourrait même dire, du fait que, justement, pour pouvoir atteindre des clients, en général, il fallait les chercher dans les pays, dans les provinces, dans les villes, là où le client était, que ce soit à Jakarta, que ce soit à Johannesburg ou à Santiago du Chili. Tout ça a nécessité, depuis toujours, la construction d'un certain modèle. Et ce modèle requiert des connaissances spécifiques. Vous ne pouvez pas simplement vous dire, voilà, j'ai du stock, j'ai fait des montres, je vais essayer de les vendre. En parenthèse, c'est souvent un tout petit peu le cas, je le dis avec beaucoup de respect, mais j'ai beaucoup de gens qui arrivent dans mon cours et qui finalement ont une idée produit ou une idée marketing, mais ne connaissent pas la vente. Et finalement, si on considère un tout petit peu le but de l'exercice, se retrouver avec des magnifiques montres dans son stock, c'est toxique. Le but, quand on fait justement tout cet exercice, quand on fait tous ces investissements, c'est de pouvoir un jour les traduire en vente. Et donc, c'est très très important de pouvoir maîtriser, et c'est ce que j'ai mis en place, toutes ces connaissances de comment vous devez déployer votre schéma de vente, comment vous pouvez sélectionner, trouver des distributeurs, qu'est-ce que vous négociez avec eux, quels sont les pièges, où est-ce qu'il faut faire attention, comment est-ce qu'ils vont vous prendre au sérieux. Si vous ne connaissez pas les mots, les usages, évidemment, ils vont pas avoir confiance en vous, hein. Un distributeur, un détaillant, c'est un investisseur. Il ne va pas investir dans vous s'il ne pense pas que vous êtes capable de développer sa marque. Et ensuite, comment est-ce qu'on contrôle ? Beaucoup de gens pensent que quand on a trouvé un distributeur, le job est fait. C'est là que le job commence. Comment est-ce qu'on suit un distributeur ? C'est quoi un business cockpit ? C'est quoi un business plan ? C'est quoi des ventes, des stats, etc. Comment est-ce qu'on peut ? C'est quoi les KPI ? Les points d'évaluation, si on est juste ou pas ? Comment est-ce qu'on peut voler avec un instrument ? C'est un peu comme un avion, hein. Vous pouvez voler en regardant par la vitre, sauf que s'il y a du brouillard ou si vous voulez faire un vrai vol, il faut vous fier à des instruments. Donc comment est-ce qu'on maîtrise ces instruments qui vont vous amener à destination, qui vont vous permettre d'atterrir là où vous voulez ? Ensuite, comment est-ce que dans un marché,
on va pouvoir évaluer les risques de taux de change, les risques d'inflation. Comment est-ce qu'on va pouvoir négocier dans des pays peut-être un peu instables, avec beaucoup de criminalité, quels sont les avantages, etc., etc. Et si vous voulez, donc mon cours va couvrir toute cette partie-là. Et d'une autre manière, et là je reprends le slogan d'une grande marque horlogère, to break the rules, you should first master them. Pour casser les règles, il faut d'abord les connaître. Donc, connaître réellement les fondements de la distribution, c'est important. Par contre, ce qui est très important, c'est de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement. Et ça, c'est un point qui me tient extrêmement à cœur. J'ai fait ce métier pendant 15 ans, pas très fier, mais j'ai un bilan carbone assez désastreux pour avoir pendant 15 ans arpenté le monde entier et travaillé avec énormément de distributeurs à peu près dans toutes les postures ventes qu'on puisse faire. Et je me suis rendu compte que finalement, très récemment, le métier avait changé. Et c'est suite à un cours en stratégie digitale que j'ai compris finalement que la révolution qui avait impacté le marketing, ce qui avait réellement changé le marketing, je pense que tout le monde en a pris acte au jour d'aujourd'hui, était maintenant en train de passer. Le segment suivant, c'était justement la révolution digitale de la distribution. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Pour le faire très très simple, les canaux de distribution traditionnels impliquent un certain coût. Évidemment, le fait d'avoir une personne qui, à New York, depuis des années, tous les matins, va se préparer, va être dans un beau local qui est chauffé ou refroidi, avec une énorme quantité de stock, pour qu'un jour, après 3 ans, vous décidez de pousser la porte de ce magasin et de pouvoir acheter la montre, toute cette immobilisation coûte énormément d'argent. Tout ça, il faut le financer, et évidemment, c'est vous et moi, les consommateurs, qui le finançons. C'est des charges inhérentes. Et c'était indispensable, c'était la seule manière finalement que vous et moi, on puisse aller au coin de la rue, trouver la montre qui nous plaît. Ce qui a changé très récemment, pour la faire courte, c'est qu'il y a un nouveau canal qui s'est ouvert, qui va du stock des entreprises à l'écran de votre téléphone portable avec un bouton « J'achète ». Ça s'appelle le e-commerce. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un canal extrêmement court qui se passe des intermédiaires, qui fait que les marques peuvent accéder au consommateur final. Et ça change tout, parce que justement, on peut ce qu'on appelle disrupter, c'est ce nouveau mot un petit peu à la mode, qui veut dire faire la même chose, mais mieux, de manière plus efficiente. Et pour les marques, évidemment, il y a un intérêt qui évidemment assez primordial, c'est que cette nouvelle manière de faire ouvre des perspectives très intéressantes en termes d'accès au marché, puisque le marché est de plus en plus compliqué, et surtout en termes de marge, qui va déterminer finalement votre chiffre d'affaires et votre profit. Donc les choses sont réellement en train de changer. Ça va très très vite, beaucoup plus vite que ce que les gens pensent ou que certains sont capables d'accélérer. Et ça va tout changer parce que quand on touche justement à la vente, on touche au chiffre d'affaires. Et donc on touche au porte-monnaie des marques. Et quand on touche au porte-monnaie des marques, c'est assez sensible. Donc il y a réellement quelque chose de fondamental qui est en train de se passer. Et je pense qu'il faut, plutôt que d'être spectateur et de se dire « tiens, c'est en train de changer », essayer de comprendre pourquoi. Donc on va aller beaucoup plus loin dans mon cours sur qu'est-ce qui est réellement en train de se jouer, c'est quoi l'origine du changement, comprendre réellement comment le vent a tourné, et enfin pourquoi le vent a tourné. Une fois qu'on a vu pourquoi le vent a tourné, il faut ajuster sa voile. Et je pense que c'est très important parce que le banc de poissons est en train de migrer. Et si vous attendez dans la crique, là où il y a toujours eu des poissons, il n'y a plus de poissons, c'est un petit peu l'histoire de qui a piqué mon fromage, c'est un petit peu embêtant. Donc effectivement, il faut comprendre à un certain moment qu'est-ce qui est en train de se jouer. Comme partout, comme à chaque fois dans les crises, si on peut l'appeler une crise, en tant qu'une mutation, il y a ceux qui pleurent et il y a ceux qui vendent des mouchoirs. Et moi, ce que je propose dans mon cours, c'est justement d'avoir des idées pour vendre des mouchoirs, c'est-à-dire de comprendre quels sont les paramètres demain sur lesquels une marque peut jouer. Il y a énormément de choses qui sont en train de se passer, qui sont vraiment très importantes. Et là, j'amène un élément qui, pour moi, résume un peu tout ça. On est à la 4e révolution industrielle. La première étant la vapeur, la deuxième l'électricité, la troisième Internet. Et ces 3 révolutions étaient caractérisées par finalement une innovation technique, technologique qui a changé la donne, qui a fait que finalement il y a eu d'autres options qui s'étaient ouvertes. La 4e révolution industrielle a de ça de spécifique que finalement il n'y a pas une innovation technique ou technologique majeure. Elle se compose plutôt finalement d'une mise en commun, d'une mise en relation de technologies existantes qui font que finalement on joue un petit peu aux alchimistes, c'est-à-dire on n'a pas inventé de nouvelles matières,
de nouveaux éléments, on est en train de composer, comme des chimistes, de composer des nouvelles matières. Ou, si on prend une autre analogie, vous avez toutes les lettres sur la table et vous devez former des nouveaux mots. Et finalement, le succès de demain, c'est pas d'attendre une innovation majeure qui fait que vous allez pouvoir faire les choses différemment, comme le quartz l'a été, par exemple, à l'époque. Aujourd'hui, tous les éléments sont sur la table et il suffit simplement, ou il faut simplement comprendre quels sont les éléments qu'on peut mettre ensemble. Je vous donne un exemple qui va un petit peu dans ce sens. Il y a une marque qui a 6-7 ans, s'est dit tiens, j'ai des produits, désolé, je ne veux pas désunner des gens, j'ai des montres qui coûtent environ $10, $12 de production, et puis je peux l'envoyer à des gens qui se prennent en photo ou qui postent ou qui ont une certaine influence sur les réseaux sociaux, ça s'appelle des influenceurs. Et une montre à $10, un influenceur qui a 100 000 followers, vous divisez 10 par 100 000, ça fait un coût par client qui finalement n'est pas très très haut. Et c'est comme ça qu'une marque comme Daniel Wellington, en quelques années, de manière très très rapide, en est venue à vendre 4 millions de montres environ. Parce qu'ils avaient réussi à utiliser une nouvelle technologie et la mettre en commun avec quelque chose pour produire un effet. Et donc aujourd'hui tout est sur la table, et ce que je propose aussi dans mon cours, c'est toute cette partie prospective, de comprendre, de jouer avec tous ces éléments, l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, les nouveaux hologrammes, etc., qui permettent d'aller plus loin et de disrupter le système et de vendre. Ça ne veut pas dire de changer de système complètement, mais ça veut dire de comprendre, et c'est un mot que j'ai imaginé, alors il y en a plein, il y a B2C, D2C, Omnichannel, Harmonized Retail. Moi je propose Blended Retailing, parce que c'est pas omni, c'est pas plusieurs canaux, en fait c'est plein de canaux mis ensemble, qui font qu'au jour d'aujourd'hui on peut amener des solutions digitales dans le physique, dans le digital. Et quand on revient justement sur mes activités, la question de départ, j'ai, à partir de cette constatation, été beaucoup plus loin que de simplement donner des cours et de donner quelque part des bons conseils. J'ai été plus loin en lançant beaucoup d'initiatives. Une, je l'ai au poignet, je ne vais pas vous la montrer, une marque horlogère que j'ai créée dans le but de tester des nouvelles manières de vente qui, je pense et j'en suis sûr, peuvent être très très intéressantes. Évidemment, après on se prend en jeu puis on fait la plus belle montre possible, vous allez voir. Et en marge de ça, bien évidemment, l'organisation de salons horlogers, puisque c'est des salons B2C, les marques vont à la rencontre des clients. Pour la distribution traditionnelle qui va continuer, qui est importante, on va sortir d'ici quelques mois la première base de données mondiale de tous les distributeurs, classés selon beaucoup de critères, qui vont permettre à n'importe quelle marque, en une dizaine de secondes, de pouvoir choisir de manière extrêmement précise les partenaires à contacter, de savoir qui ils sont, quelles sont leurs marques, les forces, les faiblesses et les portefeuilles. Donc quelque part quelque chose qui va faciliter énormément la mise en relation B2B et partant de là, pas mal d'autres initiatives également qui en découlent. Donc voilà, de manière très succincte, ce que je fais. Pourquoi je me suis lancé dans cette aventure ? Concrètement, parce que j'ai la conviction intime que le savoir doit être partagé. C'est d'ailleurs la seule chose qui augmente quand on le partage. Et de deux, parce que je pense qu'on doit attirer un peu plus l'attention justement sur quelque chose d'important qui est en train de se passer. Derrière ça, c'est une industrie qui est importante, c'est une industrie que j'affectionne particulièrement. C'est juste passé en 4e position, c'est pas forcément une bonne nouvelle, la 4e industrie exportatrice suisse. Donc effectivement, c'est quand même une industrie qui fait vivre toute une région. Moi, je suis neuchâtelois, je suis châteaufonnier, je suis attaché à ma terre. Et je pense que c'est très très important de pouvoir contribuer ensemble à réfléchir à quel est l'avenir de notre industrie. Alors, devenir indépendant, c'est entreprendre un voyage intérieur. Et comme tout voyage, ça se prépare, c'est-à-dire qu'il faut d'abord connaître sa destination, savoir où on veut aller, parce que finalement, si on ne sait pas où on va arriver nulle part. Et ensuite, il faut se préparer, c'est-à-dire il faut, si on veut monter une montagne, il faut se préparer, il faut s'entraîner, il faut prendre l'équipement adéquat. Tout ça, c'est très important pour maximiser les chances. Maintenant, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que par exemple, si on veut traverser l'océan Atlantique, eh ben, finalement, c'est un voyage durant lequel il va se passer beaucoup de choses. On essaie de prévoir tout, mais à un certain moment, il va falloir improviser. Donc, je pense qu'il faut avoir une certaine confiance en soi, une certaine foi, et se rendre compte que quand il y a des obstacles devant soi,
finalement, l'horizon avance au fur et à mesure qu'on avance. Donc peut-être que des fois, il y a des solutions qu'on ne voit pas au moment où on se lance, et elles apparaîtront au fur et à mesure du chemin. Et je pense que c'est très important justement de pouvoir savoir où on veut aller et avoir une certaine foi, peut-être des fois un petit grain de folie, de se dire, peut-être j'ai pas encore la solution, je ne sais pas exactement si je vais y arriver, mais je vais y arriver, je trouverai bien en chemin les ressources, etc. Évidemment, là, ce qui est fondamental, c'est que si soi-même on n'a pas les ressources, de s'appuyer sur des gens qui les ont. Finalement, toutes les décisions qu'on prend, tout ce qu'on fait dans la vie, c'est souvent à la suite de rencontres. Donc, maximiser le plus possible les rencontres, parler aux gens, être honnête, dire ce qu'on est en train de faire, et peut-être qu'il y a des gens qui ont les solutions ou les réponses qui peuvent vous permettre d'aller plus loin. Pourquoi je suis devenu indépendant ? Parce que dans la vie, j'ai toujours préféré regretter ce que j'avais fait plutôt que ce que j'avais pas fait. Qu'est-ce qui est en train de changer ? Je pense que, en fait, le monde, c'est un train qui avance. Et si, quelque part, on reste sur place, ça veut dire qu'on est en train d'aller en sens inverse. Donc, on est obligé, quelque part, d'avancer, on est obligé de prendre acte des choses qui se passent. Et l'immobilisme, évidemment, n'a jamais été une bonne solution. Je me souviens toujours d'un exemple assez frappant qui démontrait que finalement la France était un des derniers pays à adopter Internet, pour une raison assez précise, c'est que la France était très très avancée dans le Minitel, qui était une technologie qui marchait très très bien. Et en général, quand on est avancé sur une vague, un peu comme un surfeur, quand on surfe une vague, on n'arrive pas à choper la suivante. Et ce qui est en train de se passer maintenant pour moi dans l'horlogerie, c'est, comme j'ai développé un changement de paradigme assez majeur, qui va chambouler la manière dont finalement on commerce, dont on vend les montres. Et l'industrie horlogère suisse s'est construite sur un modèle traditionnel qu'elle maîtrise et qui représente une grande partie encore aujourd'hui de ses ventes. Et d'être avancé quelque part dans cette vague-là a toujours été un avantage, mais devient quelque part un handicap. Comprenez bien, je ne suis pas un adepte unique du direct-to-consumer. Je pense que les réseaux traditionnels ont leur raison d'être et sont extrêmement importants. Et en plus, il faut respecter ses partenaires. Par contre, je pense que justement les marques aujourd'hui qui essayent de trouver des solutions alternatives sont un tout petit peu empruntées sur un chemin qui finalement les met en porte-à-faux par rapport à la distribution traditionnelle, parce que si elles veulent accéder directement aux consommateurs finaux, quelque part, elles court-circuitent leur réseau. Donc il y a quelque part un changement qui n'est pas très facile d'intégrer ce que justement j'ai appelé le blended retailing, qui est d'arriver à mixer ces différents canaux ensemble sans pour autant abandonner ses partenaires historiques, les gens qui vous ont fait confiance, qui vous ont permis d'arriver là où vous en êtes. Donc effectivement, je pense que l'industrie est aujourd'hui confrontée à un dilemme. Elle doit revoir sa manière de commercer, sa manière d'établir des rapports avec ses intermédiaires et avec le client final. Ça ouvre des perspectives très très intéressantes, mais évidemment, comme toutes les perspectives, on doit chambouler des habitudes. Et là, les habitudes, comme on dit, l'expression ont un petit peu la vie dure, et effectivement, c'est pas forcément toujours très facile pour des marques qui sont des grosses structures, qui ont une certaine inertie, de pouvoir à l'interne changer, puisque souvent, effectivement, le changement doit provenir de l'interne. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quelle est la solution ? J'ai pas la recette magique, j'ai pas mal de pistes, des accompagnements, des réflexions, et surtout d'aller rechercher justement dans des solutions techniques, technologiques, qui permettent finalement peut-être de marier les deux approches, traditionnelles et le 4.0, sans forcément créer des conflits. Et là, il y a des technologies avec lesquelles j'ai des partenariats, avec lesquelles je collabore, que j'observe, qui permettent d'apporter des réponses nouvelles. Et je pense que ça vaut justement la peine de pouvoir en discuter, de pouvoir transmettre, en tout cas faire savoir que ces technologies sont là.